Bonsoir. Eh bien, nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Nicolas Gisin, qui est donc professeur à l'Université de Genève et à l'Université Constructor, et qui va nous parler, donc je lis le titre tel que tu l'as indiqué, c'est pas tout à fait celui que tu m'avais envoyé d'ailleurs par mail, mais ça a un petit peu évolué, donc c'est indéterminisme en physique et mathématiques intuitionnistes. Alors Nicolas va faire l'effort d'essayer de faire une partie de la présentation en français, mais il n'est pas évident que cet effort tienne jusqu'au bout, donc il sera libre de parler en français et en anglais comme il le préfère. Nicolas, c'est à toi. Merci. Merci beaucoup Hervé. Effectivement, donc je crois que j'ai encore jamais parlé de ce sujet en français. D'ailleurs, de manière générale, lorsque je parle de physique, c'est toujours en anglais. Donc, il y a certains mots qui risquent de même pas venir en français. On va voir, on va essayer. Donc, je suis un physicien quantique, si vous voulez. Ma spécialité, c'est cryptographie quantique, téléportation, ces trucs-là. Et ici, je ne vais pas vous parler tellement de physique quantique, même si on verra que la motivation est d'origine, en partie du moins, de physique quantique. Mais beaucoup sur l'indéterminisme. Évidemment, l'indéterminisme, on en a en physique quantique. Et puis, on a ce problème du temps. Donc, si j'essaie de traduire mes motivations, là, donc c'est d'une part d'essayer... Donc, il y a le problème de la mesure en mécanique quantique. Peut-être que vous avez une solution. Moi, j'en ai pas. Donc, pour moi, c'est un vrai problème. C'est quelque chose que je considère comme étant un vrai problème de physique. Et ici, une approche peut-être, ou une motivation pour moi, c'est d'essayer de voir si on considère maintenant la physique classique comme indéterministe, et je vais expliquer évidemment beaucoup plus en détail ce que je pense par là, ce que je veux dire par là. Cette physique classique indéterministe, elle a déjà des tas de propriétés qu'on attribue généralement à la physique quantique. Donc finalement, qu'est-ce qui reste qui est véritablement quantique et qu'on ne retrouve pas déjà dans cette physique classique indéterministe? Ça, c'est une première motivation. Puis la deuxième motivation, c'est que on a ce grand problème que la physique, en fait, ne dit pas grand-chose sur le temps, qui est juste un paramètre d'évolution qui ne correspond certainement pas à l'intuition de chacun de ce qu'est le temps. C'est certainement pas un temps créateur ou ni créatif. Et donc là aussi, pourquoi est-ce que la physique est aussi silencieuse, aussi absente lorsqu'on parle du passage du temps? Voilà, ça c'est pour les motivations. Et puis ensuite, quels sont les messages? Alors le premier message, c'est que est-ce que la physique de Newton, classique, est-ce qu'elle est déterministe ou pas? Alors, on a tous appris qu'elle est déterministe, mais je vais mettre ça en question. Et à mon avis, répondre à cette question n'est pas répondre à une question scientifique. Donc, il ne suffit pas de faire quelques expériences et ensuite on sait, bah oui, la physique newtonienne, elle est déterministe ou elle n'est pas déterministe. En fait, on va voir, c'est le message, un des messages principaux, on va voir que ça dépend beaucoup de la signification qu'on associe aux nombres réels, les fameux nombres que les mathématiciens appellent réels. Le deuxième message, ça c'est assez banal, mais très important, c'est que finalement le langage qu'on parle, y compris le langage mathématique qu'on parle lorsqu'on fait de la physique, a une énorme influence sur la vision du monde que la physique nous présente. Ici, je suis sûr qu'on parle tous plusieurs langues, et on sait très bien qu'il y a certains concepts qui sont plus faciles à exprimer dans une langue que dans une autre. En fait, c'est la même chose avec ces différents langages mathématiques. Et le troisième message, c'est qu'on va voir que beaucoup de paradoxes ou de spécificités qu'on pense être purement quantiques sont en fait aussi classiques, du moins si on... cette physique classique indéterministe que je vais présenter. Donc, on a ici un exemple de système chaotique. On comprend tous ça, un mouvement brownien, etc. On a tous appris ça. Et on parle tous de chaos déterministe. Et donc, la question, c'est est-ce que vraiment c'est un chaos déterministe ou est-ce que c'est juste qu'on a été éduqué à croire à ça? Donc pour ça, on va commencer, comme on fait souvent en physique, par simplifier. Au lieu de prendre un système aussi complexe, on va prendre Baker's Map, vous savez quoi, la map du boulanger, quelque chose comme ça, on dit comme ça en français. Ok, donc on a un intervalle entre 0 et 1, qu'on peut imaginer comme une sorte de probabilité de pluie,
Et cette map du boulanger, cette fonction du boulanger, on l'étire, ensuite on replie, etc. Ça s'écrit mathématiquement comme ça. Ou si on écrit des choses en formulation binaire, avec des nombres binaires, donc ça va être 0, virgule, et ensuite tous les bits. Et en fait, chacune de ces étapes ici, de cette transformation du boulanger, le premier bit, il tombe, le deuxième devient le premier, le troisième devient le deuxième, donc on voit juste un shift une position vers la gauche. Voilà, c'est donc une transformation très simple, mais qui a l'intérêt de bien montrer que les bits qui sont extrêmement non signifiants ou même insignifiants ici, vont devenir, après un certain nombre de transformations, les bits dominants, donc les bits qui deviennent très importants. Et donc, savoir si cette probabilité, qu'ici j'appelle X, mais vous pouvez l'appeler P si vous préférez, est à gauche ou à droite, est-ce qu'il sera plutôt, il fera beau temps ou il fera mauvais temps, après n pas, va dépendre évidemment de ce nème bit, de la condition initiale. Et cela soulève la question de savoir si par exemple, le millionième ou le milliardième ici, bit est physiquement réel. Alors, la question n'est évidemment pas de savoir si ce bit peut être mesuré. C'est évident que le bit qui est à la position 1 milliard ou 1 million, peu importe, n'est certainement pas mesurable, mais est-ce qu'il correspond à quelque chose de physique? Ça, c'est la question fondamentale. Et puis là, pour illustrer ça, je vais vous montrer comment, moi, je pense un nombre réel. Ah non, pardon, ça vient un peu plus tard. D'abord, je vais vous parler de nombres réels typiques. Ça, c'est les nombres réels que tout le monde connaît ici. Là, ça peut être les entiers, des fractions, ou des nombres comme racine de 2, pi, donc des nombres pour lesquels on a un algorithme pour calculer toutes les décimales. Par contre, si on regarde ça, c'est les nombres réels qui ont un nom, ou équivalent, qui ont un algorithme. L'algorithme pourrait être leur nom. Maintenant, il y a les nombres réels typiques. Et pour les nombres réels typiques, eh bien, justement, il n'y a pas de structure. S'il y avait une structure, on utiliserait cette structure pour leur donner un nom ou pour trouver un algorithme. Mais un nombre réel typique est caractérisé justement par le fait qu'il n'y a aucune structure. Et donc, les bits de ces nombres réels typiques, ils sont totalement aléatoires. Ils sont aussi aléatoires que les résultats de mesures quantiques. Donc c'est déjà un peu bizarre parce que c'est ces nombres dont les bits sont aléatoires qui devraient être à la base du déterminisme classique. Et on sent déjà une certaine contradiction ou tension entre aléatoire et déterministe. Et voilà, ça c'est une manière de penser des nombres réels typiques. Et puis maintenant, l'évidence, c'est que comme il n'y a qu'un nombre discret d'algorithmes ou de noms, alors qu'il y a un nombre continu évidemment de nombres réels, et bien évidemment la plupart des nombres réels sont typiques, c'est-à-dire ne sont pas calculables, ils n'ont pas de nom, ils n'ont pas d'algorithme. Puis il y a une remarque amusante et je pense assez profonde d'Émile Borel, le mathématicien, qui a observé que finalement avec un seul nombre réel, on pourrait coder les réponses à toutes les questions que l'on peut formuler dans n'importe quel langage humain. Il suffirait il faut organiser évidemment un peu toutes ces questions, les mettre dans l'ordre alphabétique, etc. Puis ensuite, chaque bit donne simplement une réponse binaire et on arrive finalement à répondre comme ça à toutes les questions. Donc on sent qu'un nombre réel, c'est vraiment une quantité non seulement gigantesque, mais même infinie d'informations, puisqu'on pourrait mettre les réponses à toutes les questions. Et puis, Grégory Chatin, là, le spécialiste de la théorie de la complexité, aussi plutôt un mathématicien, affirme dans ce livre qu'en fait, la seule manière de penser à un nombre réel typique, c'est précisément un générateur aléatoire. Bon, là, j'ai mis un générateur quantique, mais peu importe, mais un générateur aléatoire qui produit donc des 0 et des 1 de façon aléatoire, puis on les met l'un derrière l'autre, et ça produit un nombre réel typique. Forcément, il n'y a pas de structure, sinon ça ne serait pas aléatoire. Et donc, lorsque nous, physiciens, disons soit x0 un nombre réel, et on pense ça comme condition initiale d'un système d'équations, chaotique par exemple, parce qu'on est en train de dire, dans les faits, c'est soit x0 une quantité infinie d'informations.
Et là, c'est beaucoup moins neutre de dire soit x0 une quantité infinie d'informations que juste dire x0 dénote la condition initiale. Maintenant, il y a un petit argument que j'aime bien, mais qu'on peut accepter ou pas, qui consiste à supposer un volume fini, là, mon petit centimètre cube par exemple ici, et puis on va faire comme hypothèse que dans une région finie, il n'y a qu'une quantité finie d'informations. Ça me paraît très plausible, mais évidemment c'est une hypothèse. Et donc ça veut dire que si dans mon petit cube j'ai par exemple une boule de billard, à ce moment-là, le centre de masse de cette boule de billard ne peut pas être décrit par un nombre réel typique, puisqu'un nombre réel typique contient une infinité d'informations. Donc, même que c'est une boule de billard, disons, classique, ou du moins que le physicien voudrait décrire par la physique classique, on ne peut pas le faire de façon standard. Alors, on peut ensuite dire, oui, ça c'est la même chose que la Bekenstein bound, la borne de Bekenstein. Mais je ne pense pas qu'on a besoin ici de faire appel à la théorie des champs et au trou noir, etc. Donc je pense que c'est juste une hypothèse qu'on peut prendre en soi. Alors maintenant, j'en viens à ma manière de voir un nombre réel typique. Pour moi, un nombre réel typique, bon, moi, ça commence par, mettons, 0 pour cet exemple, puis ensuite il y a la virgule, et puis ensuite il y a les décimales qui arrivent là, et puis j'ai vraiment fait attention, il n'y a pas de structure, hein. En tout cas j'ai fait ça sérieusement. Et puis bon, on voit bien que si on a le temps, ben, finalement là l'écran va être plein, et une fois que l'écran est plein, ben, ça ne s'arrête pas, ça continue, ça va finir par traverser la Terre, et puis après ça va continuer, après un certain temps ça va sortir du système solaire, et ça va continuer pour toujours. Ça c'est la manière, c'est mon ambition d'un nombre réel. Mais s'il y avait des vrais matheux ici, je ne suis pas sûr s'il y a des vrais matheux ici, mais s'il y avait des vrais matheux ici, ils me diraient non, ça c'est pas du tout comme ça. La vraie, un nombre réel, c'est comme ça. Attention, regardez pas moi, regardez l'écran. Attention, boum, en 0 temps, une infinité d'informations. C'est ça les maths. On vous donne en 0 temps une infinité d'informations. Pour les maths, pourquoi pas? Mais c'est pas physique ce truc-là. On est d'accord, j'espère. Hein? Donc finalement, on voit que plutôt que des événements indéterminés qui se passent, comment on dit ça en français, qui se produisent au cours du temps, en fait, pour les mathématiques classiques, tout est donné dans les conditions initiales, d'un coup. Donc, au lieu d'avoir un Dieu qui joue aux dés, au cours du temps, Dieu a lancé tous les dés au moment du Big Bang et a codé tous les résultats de cette infinité de lancers de dés dans les conditions initiales. Et donc là, on commence à sentir qu'effectivement, ce langage mathématique est vraiment ce qui nous force ou nous encourage à parler de déterminisme, de chaos déterministe. C'est vraiment les maths qu'on utilise, le langage qu'on utilise. C'est pour ça que nous pensons, nous avons été éduqués à croire que la physique classique est déterministe, y compris dans les cas de systèmes chaotiques. Alors, maintenant, on va venir un peu à cette alternative, cet autre langage, les mathématiques intuitionnistes. Et on a un représentant éminent avec Mark Van Hatten, qui est... Je ne sais pas combien il y a d'intuitionnistes à Paris, mais il n'y en a pas des centaines. Mais en tout cas, on en a un ici dans la chambre. Voilà. Et lui connaît beaucoup mieux les mathématiques intuitionnistes que moi. Mais ça ne fait rien, c'est quand même moi qui vais parler, parce que c'est moi qui ai été invité. Hein. Bon. D'accord. Alors, disons pour commencer, je vais y aller par petites étapes. Après, on va vraiment aller un peu plus loin dedans. Mais commençons déjà par réaliser. Donc finalement, ces nombres réels mathématiques, ils ne sont pas physiquement réels. Hein, parce qu'on n'a jamais cette infinité d'informations. Ou le slogan que j'aime bien, alors en anglais ça sonne très bien, real numbers are not really real, des nombres réels ne sont pas réellement réels. Oui, ça va aussi en français. Et puis on peut se poser la question, maintenant, regardons les vrais physiciens. Ici, on est tous des théoriciens un peu abstraits, etc. Mais les vrais physiciens, qu'est-ce qu'ils font les vrais physiciens? Une des tâche très importante aujourd'hui, c'est de simuler le climat. On sait que c'est vraiment un problème important. Et comment est-ce qu'ils font pour simuler le climat?
En fait, ils ont évidemment énormément de données, mais qu'un nombre fini de données, et toutes ces données, ils mettent dans un ordinateur gigantesque, mais en fait, un ordinateur gigantesque, c'est quand même quelque chose de fini, et finalement, ils mettent tout ça là-dedans, ensuite, ils font tourner leur algorithme, et puis, puisque c'est un système chaotique, climat, très rapidement, les décimales qu'ils ont données comme condition initiale ne vont plus suffire. Il faut aller chercher des nombres qui sont là dans les décimales infinitésimales. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tronquer leur nombre et ils vont ajouter des décimales stochastiques, aléatoires, au moment où ils en ont besoin dans leur calcul. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils font exactement ce que mon intuition des nombres réels fait. Les décimales, elles viennent l'une après l'autre, et quand j'ai besoin d'une autre, je prends la suivante, et puis si elle n'est pas déjà dans mon ordinateur, je mets une décimale aléatoire. De toute façon, je ne peux pas la mesurer, donc autant mettre un nombre aléatoire. Et c'est comme ça que nous simulons le climat. Pour prendre un exemple, ce Tim Palmer, l'auteur ici, est un des plus éminents climatologues d'Angleterre, en l'occurrence. Voilà. Et puis aussi, donc on va voir que si on commence maintenant à penser que le futur, on peut aussi penser simplement ces décimales qui n'ont pas encore été déterminées, elles sont encore indéterminées, et donc il y a certaines affirmations concernant le futur qui ne sont aujourd'hui ni vraies ni fausses. Et donc, de manière plus précise, et on va voir ça aussi dans un petit moment, la loi du tiers exclu ne tient pas en mathématiques intuitionnistes. Et donc, ma première conclusion, est-ce que savoir si la physique de Newton est déterministe ou pas n'est pas une question scientifique, mais dépend du langage mathématique qu'on utilise. Alors maintenant, ce point de vue donc intuitionniste, qui est très différent, il faut bien se rendre compte, nous tous, à part Marc, on a été sélectionnés durant nos études pour croire aux mathématiques classiques. Si on avait échoué à ces examens, on ne serait pas là. Donc on a été sélectionnés. On n'est pas un échantillonnage honnête, là, pas du tout. On est biaisé, fortement. Donc je vais essayer maintenant de déconstruire un peu ce qu'on vous a inculqué de force il y a quelques décennies. Donc pour moi, un des intuitionnistes très importants, c'est avec lui que j'ai découvert ça, c'est Karl Posse, un professeur à Jérusalem, qui a écrit, alors nous, êtres humains, avons une mémoire finie, une attention finie, et des vies finies, et donc nous pouvons nous pouvons saisir qu'un nombre fini d'éléments finis. J'aime bien cette phrase-là. Il n'y a pas d'hélicoptère infini qui nous permet de survoler l'ensemble du terrain ou nous dire comment les choses seront à la fin des temps ou dans un futur donc extrêmement lointain. Un autre, en tout cas constructiviste, Eret Bishop, a écrit donc les classiques, pour les mathématiques classiques, ils aimeraient décrire les mathématiques de Dieu. En opposition, les constructivistes veulent décrire les mathématiques d'objets finis, les mathématiques des humains. Donc les mathématiques constructivistes ne postulent pas la préexistence de l'univers avec tous ces objets qui sont déjà là, on parle d'objets mathématiques, qui sont juste là à attendre qu'on les découvre et qu'on les groupe dans des ensembles comme les coquillages sur une plage. Ou Brouwer qui disait simplement la nature n'a pas encore déterminé tous les objets. Et ça, évidemment, lorsque moi je lis ça, j'entends ça c'est comme le principe d'incertitude ou d'indétermination. Mais là, évidemment, c'est un matheux, d'intuitionniste. Brouwer était le père de l'intuitionnisme. C'est lui qui a inventé ou a introduit ces concepts en mathématiques. Maintenant, ce qui est quand même très important, puisque pour nous, on aimerait quand même pouvoir continuer à avoir des résultats mathématiques, des théorèmes, etc. Mais avec les maths intuitionnistes, on peut tout calculer, on peut prouver des théorèmes. C'est pas toujours exactement les mêmes théorèmes, on va le voir, ou c'est pas exactement les mêmes preuves.
Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur, et moi je pars de l'idée que tout ce qui est physique peut être simulé sur un ordinateur. Alors peut-être pas simulé de façon efficace, mais tout peut être simulé. Et tout ordinateur étant fini, tout ce que la physique peut faire peut aussi être fait en mathématiques intuitionnistes. Puis maintenant, pourquoi? Alors ça serait un physicien qui va parler d'intuitionniste, et pas Marc. Bon, pour nous, évidemment, physiciens, on a besoin de concepts physiques, et on a besoin d'un langage mathématique ou d'outils mathématiques. Et ça pose la question, quelle mathématique? On écrit souvent mathématiques au pluriel, mais tout en pensant qu'il n'y en a qu'une seule. Enfin, ça dépend à qui on parle. Mais, donc là, on va voir qu'on en a beaucoup. Et Brouwer, maintenant, si on revient au père de l'intuitionnisme, en fait, c'était un idéaliste, un pur mathématicien, pas du tout un physicien. Et il a introduit ses idées et ses concepts en parlant souvent d'un sujet créateur, creating subject, qui en fait produit de l'information continuellement. Par exemple, en résolvant des conjectures mathématiques. Alors évidemment, d'abord, un mathématicien idéal qui produit de nouvelles informations en résolvant des conjectures mathématiques, c'est pas très physique, ça. Donc, on va voir que moi, je vais un peu changer ça. Donc, j'imagine que Brouwer, s'il était dans la salle, ce qui serait génial, il serait certainement pas fasciné ou pas très content, peut-être même fâché avec ma présentation. Mais je pense qu'on peut effectivement présenter l'intuitionnisme d'une façon beaucoup plus proche de la physique, disons. Et on est effectivement en train d'ailleurs d'écrire avec ses deux collègues, là, Bruno Bensen et Flavio Del Santo, un papier qui s'appellera Naturalistic Intuitionism, donc qui présentera l'intuitionnisme d'une manière beaucoup plus proche des physiciens. Et mon affirmation principale ici, c'est que vraiment l'intuitionnisme, c'est le langage mathématique naturel si on veut parler de physique indéterministe, classique et quantique. Alors voilà deux exemples. Alors, on a Hilbert, que tout le monde connaît ici, évidemment le représentant ou un représentant très éminent des maths classiques, Brouwer, que je mets ici comme représentant des maths intuitionnistes. Alors pour les maths classiques, tous les nombres réels ont une individualité et existent en entier, boum, d'un coup. Et donc tous les digits sont donnés d'un coup, et donc le continu, c'est juste une collection de points individuels, et ces nombres réels existent, mais évidemment hors du temps, dans ce monde idéal platonique. Alors qu'en forte opposition, en mathématiques intuitionnistes, ces nombres réels, c'est des processus qui se développent dans le temps. Alors moi j'aime beaucoup cette idée, parce qu'on a ce problème du temps. En physique, à mon avis, on est vraiment très faible pour parler du temps. Et là, que le temps puisse descendre jusqu'au point d'entrer dans les maths, je trouve ça génial. Ça m'a beaucoup fasciné quand j'ai entendu ça pour la première fois, il y a 5 ans peut-être maintenant. Donc ça, je trouve ça extraordinaire, et je me dis effectivement, un langage qui a le temps en soi, ancré en soi, à la base, devrait nous faciliter la possibilité de parler de manière pertinente du temps aussi en physique. Bon voilà, donc le temps est essentiel en intuitionnisme. Alors, comment ça fonctionne vraiment, là, ces maths intuitionnistes? Alors, Brouwer a introduit ce concept de choice sequences. En français, c'est des suites aléatoires, où, alors pour Brouwer, les choix étaient faits par ce mathématicien idéalisé. Évidemment, pour nous, on va simplement imaginer, ça c'est l'hypothèse de base, que la nature a le pouvoir de produire de l'aléatoire. Alors pour un physicien quantique, on va l'accepter plus ou moins, en disant il n'y a pas ici de bohmien trop pur et dur, ça va. Mais voilà, en tout cas, ça c'est une hypothèse de base, et j'appelle ça le Natural Random
processor, I guess, ou qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus ce que je voulais dire. NRP. Donc ça, c'est mon générateur aléatoire naturel qui produit, alors pour simplifier, on va dire, produit simplement des bits Rn, donc à chaque instant du temps, un nouveau bit. Et avec ces bits, on va utiliser une fonction calculable qui utilise l'élément précédent de cette suite aléatoire, va utiliser l'heure, dans le temps auquel on est, et toute l'information existante. Donc il y a de plus en plus d'informations, et donc il y aura de plus en plus de possibilités de calculer le prochain élément de notre suite aléatoire. Je peux vous poser une question très simple. Le temps donc est indexé par les entiers, il y a le temps 0, le temps 1, le temps 2, il est discret. Voilà, et puis voilà, donc ça c'est une fonction calculable, donc je peux mettre des sinus, des cosinus, des exponentielles, des trucs comme ça, et je vais mettre aussi cette hypothèse qu'on ne trouve pas vraiment chez Brouwer, mais que finalement ma série va converger. Voilà, et si je vous donne alors quelques exemples, alors le premier exemple, c'est ce que j'appelle, alors les terminologies, c'est moi qui ai inventé dans un article qui n'est pas cité là, totally random number, donc des nombres totalement aléatoires, où simplement le dernier bit, on va le mettre à la queue de la série de bits qui définit mon nombre réel. Ça, c'est des suites que Brouwer et les intuitionnistes appelleraient lawless sequences. Ensuite, il y a les nombres calculables. Alors, évidemment qu'on peut prendre un nombre calculable, il suffit à ce moment-là d'avoir un nombre fini de nombres aléatoires et d'utiliser ceux-là comme graines pour calculer une suite pseudo-aléatoire ou pour calculer n'importe quel nombre calculable. Par exemple, le fameux nombre pi. Et là, j'aime bien dire, pour le nombre pi, ça c'est une des manières de le calculer, il y en a évidemment beaucoup, mais avec cet algorithme-là, ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, on peut calculer la énième hexadécimale, donc on peut aussi calculer le énième bit de pi, sans avoir besoin de calculer tous les précédents. Donc en quelque sorte, on peut sauter au millionième, au milliardième bit, directement, sans passer par tous les autres avant, ce qui est une manière très illustrative, à mon avis, que ces bits, ils existent déjà, puisque je peux directement calculer le milliardième, le 10 milliardième, etc. Donc, ils sont déjà là. Ensuite, d'autres exemples de nombres intuitionnistes. Ça, c'en est un qu'on avait inventé avec Flavio Del Santo avant même de connaître l'intuitionnisme. On avait un peu redécouvert certaines choses là. Donc cette fois-ci, on va prendre les k derniers bits aléatoires et on va regarder quelle est la majorité, s'il y a plus de 1 ou plus de 0, et ça va me déterminer donc le prochain bit de ma série. Donc dans ma série, j'ai ceux qui sont entièrement déterminés, ça c'est le passé. Ensuite, si le dernier était un 1, on comprend bien, donc ça veut dire qu'il y avait une majorité de 1. Donc probablement, si cette majorité était grande, il y a une bonne chance que le prochain soit de nouveau un 1. On ne renverse pas une majorité d'un coup. Donc il va y avoir ici un peu des biais. Donc on va avoir, ou si vous voulez, une plus grande probabilité d'avoir des 1 que des 0, si le dernier ici était des 1. Et puis après un certain temps, après le n plus k, ils deviennent complètement aléatoires. Donc là, il n'y aura plus que des probabilités une demi. Et le présent serait ici. Un autre exemple, qui est un bel exemple, que je ne sais pas si c'est Brouwer ou Karl Posse ou je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, on va prendre de nouveau des nombres qui vont simplement fluctuer autour de une demi, puis qui vont des fois être légèrement plus grands, si Rn, le dernier bit, est un 0. Par contre, légèrement plus petit, si Rn est 1. Donc il va fluctuer autour de Rn en s'en approchant de plus en plus. Et on rajoute comme règle, donc dans ma fonction calculable, on va rajouter cette règle-là, que ça continue jusqu'à ce que, par chance, la moitié des bits qu'on a produits se trouvent tous avoir la même valeur. C'est tous des 0 ou tous des 1. Et à ce moment-là, si ça se produit, ça peut se produire par chance, à ce moment-là, ça s'arrête. C'est-à-dire que mon nombre n'évolue plus. Donc il va s'arrêter là où il est, peut-être juste avant une demi ou juste après une demi. Donc c'est des nombres qui peuvent mourir, comme je l'indique ici.
Voilà. Et puis donc là, on voit que bon, la probabilité de mourir, de terminer, va décroître exponentiellement parce que n sur 2 va décroître, donc la probabilité qu'ils soient tous égaux va devenir de plus en plus faible. Donc il y a une certaine probabilité a priori que la série continue pour toujours, donc elle est éternelle, tout comme il y a une certaine probabilité qu'elle va mourir à chaque étape. Donc on voit ici quelque chose qui peut vraiment en quelque sorte bifurquer à un certain moment, passer d'une série totalement aléatoire à une série qui en fait devient totalement déterminée puisqu'à un certain moment elle n'évolue plus du tout. Et on peut inventer plein d'autres choses. Il y en a un autre de ces nombres que j'ai... Ah oui, dans ce cas-là, évidemment, une chose pour ces nombres mortels, la proposition alpha est plus petit qu'une demi, donc ma série, ma suite va converger vers vers un nombre plus petit qu'une demi. Bah, tant que cette série ne s'est pas arrêtée, c'est une proposition qui n'est ni vraie ni fausse. C'est pas encore déterminé. C'est encore aussi ouvert que savoir si demain il va pleuvoir ou pas. Enfin, demain il va pleuvoir probablement, mais de manière générale, si je dis est-ce qu'il va pleuvoir dans une année ou pas, ça c'est encore pas déterminé. Un autre nombre que j'aime beaucoup, qui est défini par cette série-là, donc voilà, on a un produit ici de deux trucs, donc on voit qu'il y a deux points fixes. Hein. Si une fois on arrive à 1, alors ici on a un 0, et donc ça ne va plus bouger, et puis si on arrive à 0, ça ne va plus bouger non plus. Et ça, on peut facilement se convaincre que cette suite-là, elle va converger soit vers 1, soit vers 0, les deux points fixes, et puis une fois qu'elle a atteint un de ceux-là, elle ne bouge plus là. Et puis en plus, ça va converger vers 1 avec une probabilité qui dépend du choix du premier élément. Et ça, si vous regardez ça, il faudra l'étudier un peu plus en détail. Et je pense qu'ici, tout le monde a déjà vu des exemples d'équations stochastiques de Schrödinger qu'on utilise pour simuler des résultats de mesure, typiquement. Donc ça, c'est pas l'équation linéaire de Schrödinger, c'est l'équation auquel on a rajouté des termes stochastiques, que Antoine, en tout cas ici, connaît bien. Je pense qu'il y en a d'autres qui doivent avoir déjà vu des choses comme ça. Mais si on va regarder le détail des maths là derrière, c'est exactement la même chose que mes nombres que j'appelais ici autonomes, dans le sens que la loi ici ne fait pas intervenir le temps. Ok, donc là on voit déjà un petit peu un rapport avec la physique quantique. Ensuite, il y a aussi de la logique là-dedans, donc bon, mais j'ai déjà dit ça, on peut... Voilà, là je fais le lien entre dire, voilà, est-ce que alpha est plus petit qu'une demi, ben, c'est la même chose, est-ce qu'il va pleuvoir dans une année, etc. On a des similitudes. On n'a plus la loi du tiers exclu, donc effectivement, les matheux ne sont pas toujours très contents parce qu'on leur enlève un outil pour faire des preuves, mais pour nous, c'est pas des preuves non constructives pour un physicien, ça sert à rien. D'abord, on ne pourra jamais les mettre dans un ordinateur. Donc, voilà, les mathématiques classiques sont très belles, j'ai rien contre les matheux qui font des mathématiques classiques, etc. Mais c'est simplement pas forcément le langage que nous, physiciens, devrions utiliser. Ensuite, on a aussi ce continuum, puisqu'on a quand même cette idée de ces séries ou de ces suites aléatoires qui convergent vers des nombres réels. Donc on va quand même pouvoir retrouver toute la puissance du continu, mais seulement en quelque sorte asymptotiquement. Après un temps fini, on n'a jamais qu'un nombre fini d'informations, ou un nombre fini de décimales, en gros. Et certaines séries ne terminent jamais. Voilà, voilà. Maintenant, il y a une chose, un résultat ici qui est dû à Brouwer et qui est important, qui est essentiel en mathématiques intuitionnistes. Voilà, mon nombre mortel, on ne sait pas à un temps fini, est-ce qu'il va finir soit par s'arrêter, plus petit qu'une demi, soit continuer, s'arrêter plus grand qu'une demi, ou soit continuer à fluctuer pour toujours. Et donc, essayer de couper le continu à une demi, ben ces nombres-là, est-ce qu'il faut que je les mette à gauche ou je les mets à droite? Est-ce qu'ils sont plus petits ou plus grands qu'une demi? En fait, ce n'est pas déterminé s'il est plus petit ou plus grand. Et donc, je ne peux pas couper mon continuum. Bon, là, j'ai pris l'exemple de une demi, mais ça serait valable pour n'importe quel point. Je ne peux pas le scinder en deux. Et donc, une fonction qui est définie partout pour toutes ces suites aléatoires, tous les nombres réels intuitionnistes, ne peut pas être une fonction, une marche d'escalier.
Parce que si pour une marche d'escalier, il faut que je sache lesquelles je mets à gauche, lesquelles je mets à droite. Donc toutes les fonctions qui sont définies partout sont en fait continues. Un autre résultat ici, c'est que le théorème de la valeur, comment on dit, valeur intermédiaire, n'est pas valable, parce que de nouveau, on n'arrive pas vraiment, il peut y avoir des cas où on ne sait pas vraiment où mettre ce point intermédiaire, mais de nouveau, pour le physicien, on a le théorème suivant qui, lui, est valable en mathématiques intuitionnistes, et c'est suffisant. Si j'ai une fonction continue qui commence négative, qui ensuite devient positive, alors il existe, alors pour n'importe quel epsilon positif, on peut construire, donc vraiment construire, l'avoir dans votre ordinateur, la valeur intermédiaire entre A et B, de telle sorte qu'elle n'est pas égale à 0, mais elle est arbitrairement petite. La valeur de la fonction à ce point est arbitrairement petite. Donc en tout cas, pour un physicien, ça c'est tout aussi bon que d'avoir vraiment le théorème habituel à la valeur intermédiaire. Et puis aussi, voilà, pour les preuves de Gleason, il a fallu adapter les preuves parce que la preuve originale ne fonctionnait pas en mathématiques intuitionnistes, mais ça peut s'adapter. Ensuite, on peut évidemment additionner des séries, on peut prendre l'exponentielle ou des sinus des séries, etc. Je vais peut-être aller un peu vite ici, parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça, c'est un tableau que j'aime beaucoup parce qu'on voit bien maintenant à quel point la physique indéterministe d'un côté et les mathématiques intuitionnistes de l'autre sont en bonne relation. Donc, si on croit à la physique indéterministe, évidemment, le passé, le présent et le futur, sous le futur, n'est pas déterminé tout d'un coup, et les décimales, les nombres réels, ne sont pas déterminés d'un coup. Le temps passe, les nombres sont des processus, un déterminisme, il n'y a que une quantité finie d'informations, le présent a une certaine épaisseur, ça c'est vraiment cette idée qu'on ne peut pas le couper en deux, il n'y a pas toutes les fonctions les fonctions définies partout sont continues, voilà, becoming, choice sequences, etc. Voilà, et maintenant, supposons que vous m'avez suivi jusqu'à là, pour l'instant vous êtes assez poli, c'est bien, merci. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette physique indéterministe? En fait, il y a vraiment deux possibilités, et là, nous, on va rejoindre la mécanique quantique, qu'on connaît bien. On peut se dire, tiens, on va chercher des variables supplémentaires, les fameuses variables cachées dont on entend beaucoup parler. Ou bien, on se dit, non, on va accepter qu'il existe vraiment des potentialités, et pas seulement des res extensa dans notre ontologie de base. Alors, commençons par les variables supplémentaires. Donc, l'idée, de nouveau, c'est Dieu ne joue pas au dé quand les potentialités s'actualisent, mais Dieu a joué au dé au Big Bang et a tout mis dans les conditions initiales. Et donc, au lieu de penser que des nouveaux bits de la série ici gagnent une valeur déterminée, en fait, ils gagnent simplement en relevant, en pertinence. Ils étaient déjà là, mais ils étaient non pertinents et ils deviennent pertinents. Donc, en fait, postuler que les conditions initiales en physique classique sont des descriptions honnêtes, faithful, honnêtes, ouais, fidèles, merci, ouais, souffle-moi de temps en temps, sont des représentations fidèles des mathématiques classiques. C'est une manière élégante d'ajouter en fait tous les futurs résultats, par exemple d'un système chaotique, tout en étant sûr qu'ils vont rester inaccessibles à un temps fini. Donc en quelque sorte, ma conclusion là, c'est qu'en faisant ça, on se rend compte que les nombres réels habituels, ceux auxquels on a l'habitude, qu'on utilise quotidiennement, en fait ces nombres réels, ce sont les variables cachées, mais véritablement inaccessibles, de la mécanique classique. Donc on voit que la mécanique classique, tout comme la mécanique quantique, peut être complémentée par des variables cachées. Sauf qu'en mécanique classique, évidemment, on a l'habitude de le faire, on le fait même sans s'en rendre compte. C'est ce que je crois que je dis ici. Attends, on va aller un peu plus vite, l'attaque. Voilà, donc à peu près tous les physiciens acceptent les nombres réels, en général sans même se rendre compte que ce sont des variables cachées. D'ailleurs, personne ici n'a jamais vu un nombre réel, en tout cas pas un nombre réel typique. Preuve qu'ils sont cachés.
Mais ces mêmes physiciens, en général, refusent les positions bohmiennes en affirmant mais elles ne sont pas nécessaires. Donc maintenant, je pense qu'il faudrait être cohérent, et si vous refusez comme moi les positions bohmiennes, vous devriez aussi refuser les nombres réels et faire des mathématiques intuitionnistes. Pas convaincu encore. Bon, on va y arriver. Non, mais il faut être cohérent, n'est-ce pas? On accepte les deux ou on n'accepte rien. Je veux dire, restons cohérents. Pas pour les mêmes raisons. Ok. Bon, alors ça c'était pour les variables supplémentaires, ou les variables cachées. Maintenant, essayons de prendre au sérieux cette idée qu'il existe vraiment des potentialités, etc. Donc là, on a donc effectivement un peu d'indétermination, donc des nombres qui ne sont pas finis, à un moment fini dans le temps, ils ne sont pas encore entièrement déterminés. Et comment on va de là à l'indéterminisme? Donc maintenant, souvent les physiciens n'aiment pas l'idée d'indéterminisme parce qu'ils disent mais on ne va pas avoir une chaîne causale comme ça qui boum, surgit de nulle part, surgit de out of the blue. C'est pas comme ça, c'est de la magie, quelque chose qui surgirait de rien du tout. C'est la génération spontanée un peu. Par contre, se dire qu'un système physique est dans un état qui n'est pas entièrement déterminé. Nous, pensez aux relations d'incertitude de Heisenberg, on a des états qui ne sont pas entièrement déterminés. Normalement, effectivement, je l'applique aussi en physique classique. On me dit, ben là, les nombres réels, les conditions initiales ne sont pas entièrement déterminées. Ne sont pas déterminées jusqu'à devenir un point mathématique. Et à ce moment-là, au cours du temps, il y a des nouvelles informations qui vont réduire cette indétermination, et ceci, finalement, produit de l'indéterminisme. Parce que la nouvelle information peut, je sais pas, faire que mon système chaotique va plutôt évoluer par-ci ou par-là. Et donc maintenant, je dis, mon indéterminisme ne vient pas de nulle part, out of the blue, c'est de nulle part. Il n'est pas acausal, mais simplement il y a des potentialités qui, au cours du temps, sont exclues. Alors ensuite, on a on écrit un papier dans ce journal de philo que je ne vais pas tout présenter, mais enfin donc la vue standard en physique, c'est que les résultats sont simplement des manifestations de quelque chose de préexistant et qui sont simplement révélés. Donc une mesure ne fait que de révéler des propriétés préexistantes, alors que dans notre vue, là, cette potentiality realism, donc les résultats de mesure sont vraiment produits dynamiquement, ils viennent à l'existence grâce à cette nouvelle information, et ces nouvelles informations excluent certains résultats possibles. Si le prochain bit est un 0, ça exclut que le prochain bit soit un 1. Donc il y a des choix qui se font, des choix exclusifs. Ensuite, on pourrait dire beaucoup de choses là, sur les propensions, en français, propensity, propension, bouffe, nom de bleu. Mais bon, mais là je vais peut-être aussi, parce que voilà, on arrive bientôt à 6 heures, donc on va aller un peu vite là, mais juste pour vous dire, voilà, je sais qu'il y a ce paradoxe de Humphrey, donc la réponse est que les propensions ne sont pas des probabilités au sens de Kolmogorov, ils ne doivent pas satisfaire Kolmogorov. Voilà, on va donc essayer de voir maintenant qu'est-ce que ça nous amène, qu'est-ce que ça nous enseigne à propos de la physique classique et de sa proximité ou non avec la physique quantique. Donc évidemment, en général, on les oppose, physique classique et physique quantique. Moi je dis maintenant, prenons la physique classique, mais indéterministe, avec ces maths intuitionnistes. Et à ce moment-là, bah, évidemment, les deux, à ce moment-là, ont de l'indéterminisme et de l'indéterminisme. Donc aussi le problème de la mesure, qui est en général considéré comme spécifiquement quantique, ben finalement ici aussi on a cette question, c'est quand que vraiment on a ce passage entre une potentialité et une actualisation. Monsieur de Mandel on a discrétisé le temps, mais c'est quand ces moments d'actualisation.
Donc c'est un problème où je prétends pas avoir la réponse. Donc c'est une drôle de manière d'ailleurs de ne pas résoudre le problème quantique de la mesure en disant mais en fait on a le même problème en physique classique. Voilà. Aussi les gens qui aiment beaucoup les multivers, multivers je crois qu'on dit en français, en fait finalement on pourrait aussi en physique classique te dire que chaque fois qu'un bit se rajoute, une décimale se rajoute, l'univers en entier se scinde en 2 si c'est des bits, en 10 si c'est des décimales, et puis on a aussi une sorte de multivers classique. Absurde à mon avis, mais ce n'est pas, disons, on pourrait avoir ce même genre de langage aussi en physique classique. Et puis, peut-être plus intéressant à mon avis, on a aussi une certaine forme, dès qu'on a ce genre d'indéterminisme, d'indétermination, on a aussi une certaine forme de non-localité. Regardons ça. Imaginons qu'on a ici en bas, ça peut être dans l'espace de phase si vous voulez, donc une particule qui est décrite mais avec une certaine indétermination. On a tronqué la condition initiale quelque part, donc il y a un certain volume dans l'espace de phase. Ça évolue avec les équations de Newton, et puis on peut imaginer qu'il y a une sorte de semi-miroir ici qui fait que finalement elle peut passer à gauche ou à droite. Donc là on aurait pendant un court instant une sorte de superposition. Alors, c'est la physique classique, donc c'est pas vraiment une superposition, mais enfin on a que l'espace de phase occupé par notre particule est maintenant non convexe. Il y a une partie à gauche et une partie à droite. Puis évidemment, au moment où il va y avoir un nouveau bit d'information qui est produit, un des deux va disparaître au profit de l'autre. Donc on a ici aussi quelque chose de non local, du moins c'est de la non-localité à une particule. C'est pas la non-localité à la Belle, mais on a une certaine forme de non-localité qui aurait fortement déplu à Einstein. Donc je ne pense pas qu'Einstein aurait été content avec ce que je raconte. Maintenant, on peut même imaginer deux particules, Alice et Bob, et on va se dire que chacune des deux a une certaine indétermination, en bleu ici. Donc on a à peu près la même indétermination pour Alice et Bob, peu importe. Par contre, leur position relative, si vous voulez, leur distance, elle est mieux déterminée que leur position respective. Donc ça, c'est le vert. En vert, ça indique l'indétermination relative. Et à ce moment-là, si maintenant je fais une mesure ici, je vais réduire cette indétermination, et puisqu'on a que l'indétermination relative est beaucoup plus petite, le fait que je réduis l'indétermination chez Alice réduit aussi l'indétermination chez Bob, automatiquement. Et nous, si vous venez du monde quantique, on décrit des choses comme ça en physique quantique sans arrêt. C'est comme ça qu'on pense, si on fait par exemple de l'intrication énergie-temps, etc. Ou on pourrait aussi le faire en impulsion. Et maintenant, si on continue, je vais encore mesurer davantage, être encore plus précis, localiser ma particule encore davantage. Dès que je la localise davantage que l'indétermination relative, cela n'aura plus d'effet chez Bob. Et donc Bob va rester avec son indétermination relative. Voilà, alors on a écrit tout ça dans ce papier qui est paru il y a quelques semaines, très récemment, ici dans ce journal Quantum, si vous voulez lire davantage là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il y a quand même qui reste, qui est encore vraiment quantique ? Il y a quand même quelque chose qui reste, qui est vraiment quantique et purement quantique. Donc je ne prétends pas du tout que la physique classique finalement recouvre toute la physique quantique. Ce qui reste, c'est qu'en physique quantique, on a des quantités physiques incompatibles. Ce pas celles qui sont représentées par des opérateurs qui ne commutent pas. Et chaque fois, dans ces cas-là, il y a la constante de Planck qui apparaît. Donc, on redécouvre, mais c'est un peu trivial, que en fait, c'est vraiment la constante de Planck qui est ce qui différencie fondamentalement la physique classique, même indéterministe, de la physique quantique. Quand je vous dis en physique classique, il y a qu'un nombre fini d'informations, je ne vous dis pas combien. Je pourrais dire tout ça va descendre jusqu'à l'échelle de Planck ou n'importe quoi. Alors qu'en physique quantique, on sait qu'on a une borne. H bar, ça vous donne le volume dans l'espace de phase. On ne peut pas aller en dessous.
Donc c'est beaucoup plus quantitatif. Et le fait d'avoir des grandeurs physiques incompatibles, c'est ce dont on a besoin pour que cette non-localité que j'ai vaguement illustrée avant permette de violer une inégalité de Bell. Hein, il faut pouvoir mesurer des deux côtés des grandeurs physiques incompatibles, donc représentées encore une fois par des opérateurs qui ne commutent pas, pour pouvoir violer une inégalité de Bell. Donc en physique classique, même indéterministe, même avec les mathématiques intuitionnistes, on ne peut toujours pas violer une inégalité de Bell. Voilà, et puis comme conclusion, je répète un peu des choses, évidemment, donc le langage mathématique qu'on utilise en physique a une énorme importance sur l'image que notre physique projette. Avec les mathématiques classiques, on en arrive à conclure que la physique classique est déterministe, alors qu'avec les mathématiques intuitionnistes, la physique est indéterministe. Même la physique classique est indéterministe. Rappelez-vous aussi, donc, les nombres réels usuels, classiques, sont en fait des variables cachées. Il n'y a pas besoin de faire de physique quantique pour avoir des variables cachées. Et peut-être ça permet aussi de comprendre, et là je prends un peu le contrepoint de ce qu'on entend sans arrêt, c'est que finalement les mathématiques classiques sont raisonnablement inefficaces pour parler du temps. Parce que le langage des mathématiques classiques est un langage atemporel. Tout existe dans ce monde platonique dans lequel il n'y a pas de temps. Et donc on n'arrive pas à parler du temps finalement avec ce langage-là. Si on essayait en français ou en anglais de parler, mais je ne sais pas, sans avoir le droit d'utiliser ni le futur, ni le passé, ni quelque chose qui remplacerait ces temps, bien on aurait beaucoup de peine à raconter, à parler du temps qui passe, pas le temps qui fait. Voilà, en fait, donc on rapproche avec ça la physique classique, la physique quantique. Et puis voilà, on est peut-être un peu trop bavard. On a écrit tous ces papiers récemment et on ne va pas s'arrêter là en plus. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas. Pour cette conférence qui soulève un certain nombre de questions qui, à mon avis, va soulever des débats. Ah bon et un certain nombre de... je suppose. En tout cas, moi j'ai un certain nombre de questions. Et je pense qu'il y en aura d'autres dans la salle. Très bien. Alors je ne veux pas monopoliser la conversation parce que j'aurai énormément de questions en fait. Donc, surtout que toi, tu l'as déjà entendu celle-là. Oui. C'est pour ça que j'ai déjà eu l'occasion d'y réfléchir. On en avait déjà un petit peu parlé. Ouais. Bon alors on va éviter, puisqu'il y a Marc qui est là, d'aller sur le plan purement mathématique parce que j'aurais trop peur de dire des bêtises. J'ai juste une remarque, et je ne sais pas si Marc va aller dans ce sens-là, c'est que les mathématiques intuitionnistes sont extrêmement intéressantes pour certains mathématiciens, parce qu'il y en a beaucoup qui les rejettent. Hilbert, ça lui faisait hérisser les poils. Parce qu'avec les mathématiques intuitionnistes qui refusent ce qu'on appelle l'infini actuel qu'a introduit Cantor, toute la théorie des ensembles modernes, telle qu'elle est faite aujourd'hui, on la met à la poubelle. Parce que la théorie des ensembles, qui est une branche des mathématiques que moi je trouve passionnante et qui se développe très fort, présuppose l'existence d'infinis actuels de plus en plus grands, et c'est l'étude de ces infinis. Je peux t'interrompre là, parce que j'ai jamais dit qu'il faut arrêter avec les mathématiques classiques. Les mathématiques classiques sont très belles, on a tous ces infinis, on a ces théories des ensembles, etc. Que les matheux continuent à faire ça. Mais qu'on arrête de parler. Mais c'est pas de la physique, ça. Okay. Il n'y a pas d'infini actuel en physique. Je suis d'accord que la théorie des grands cardinaux, qui est en soi passionnante, n'a absolument aucun impact pour le moment sur la physique. Voilà. Mais on ne va pas en discuter maintenant, ça t'a relativisé parce que de manière assez surprenante, il se trouve qu'on peut démontrer que certains grands cardinaux qui sont à des altitudes inimaginables ont un impact dans le fini. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que ces grands cardinaux, dont les définitions sont extrêmement compliquées, qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, parce que c'est des infinis qui sont au-delà des infinis dont on peut parler, eh bien, permettent de démontrer des conjectures finies. Et ça, c'est une des grandes découvertes de la théorie des... Je ne sais pas si Marc va me confirmer, il va être d'accord avec ça. Mais c'est une des grandes découvertes de la théorie des ensembles d'aujourd'hui, c'est que postuler l'existence de certains grands cardinaux qui sont à des altitudes invraisemblables a un impact dans le fini. Et notamment pour certaines conjectures combinatoires qui ne peuvent pas se démontrer dans le système de Zermelo-Fraenkel, qui est le système de théorie des ensembles classique, mais qui nécessitent ces hypothèses-là
et qui ont des conséquences sur des théorèmes de combinatoire tout à fait finis. Bon. Mais ça, c'est une parenthèse de maths, et là, on est pour parler de physique, donc on va mettre les maths voilà. de côté. Moi, je continue à dire que la physique, ça peut se simuler sur un ordinateur. Oui. Non, mais la physique peut se simuler sur un ordinateur, ça, je crois que personne ne va contester. Oui, mais donc, ça suffit. Première question que j'ai sur un point, et tu as dit toi-même au départ que c'était quelque chose qu'on pouvait éventuellement contester, c'est cette notion de il ne peut pas y avoir un nombre infini d'informations, une quantité infinie d'informations dans un volume fini. Là où je suis gêné, c'est qu'il me semble qu'on peut contester la fusion de deux points de vue qui ne doivent pas être mis ensemble. La fusion qui est faite quand on a cette phrase-là, il ne peut pas y avoir un nombre infini d'informations dans un volume fini, elle est entre le point de vue de notre description du réel, qui est les nombres réels, c'est notre langage, et qui s'exprime de cette manière infinie, avec, si on est réaliste, avec une ontologie qui est indépendante de nous. C'est-à-dire que le fait qu'un objet puisse occuper une place précise, très précise, et non indéterminée, dans l'espace-temps, et qui est là indépendamment du fait que nous la déscrivions ou pas, est totalement indépendante du fait que nous avons besoin, nous, êtres humains, d'utiliser un langage qui est les nombres réels pour le décrire. Et donc cette quantité d'informations dont tu parles, elle est liée au fait que nous le décrivons comme cela. Mais pour autant, ça n'est pas parce que nous le décrivons avec cet infini actuel que le point lui-même n'existe pas indépendamment de nous. Et cette fusion entre les deux me semble problématique. J'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, parce que dans mon milieu d'information quantique, il n'y a pratiquement plus personne dans ce milieu-là qui, lorsqu'on dit information, pense information d'un être humain ou information d'un agent, je pense qu'on dit en français. C'est vraiment une information qui existe là-dehors. Cette information, elle existe indépendamment de la présence d'un agent conscient ou pas conscient, etc. Simplement, il existe cette information. L'information en informatique quantique, c'est un état. Et là aussi, je parlerai de l'état de ces systèmes, de ces boules de billard, etc. Donc, c'est pas une information d'un agent, c'est une information qui existe dans la nature. Si tu dis information d'un état quantique, c'est dans la description qu'on en donne. Enfin, ça, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Ouais. Mais moi, je suis absolument pas convaincu par cette notion d'information en l'air. Je sais bien qu'en ce moment, en théorie de l'information quantique, c'est un peu la tendance. Je conteste. Je trouve que c'est pas cohérent et que la notion d'information est obligatoirement liée à une notion de langage. Et que si on s'abstrait de cela, parler d'information, ça n'a pas de sens. Mais c'est un vaste débat, ça. Mais encore une fois, est-ce que le centre de masse de ma boule de billard, c'est un point mathématique, ou est-ce que il a une certaine indétermination? Alors, je ne suis pas réaliste. Je ne suis pas réaliste. Mais je vais me mettre dans la peau d'un réaliste. Pour un réaliste, le centre de masse d'une boule de billard, c'est un point qui existe. Oui. Donc que j'ai besoin mais ça, c'est pas un fait scientifique. C'est son acte de foi. Ok. Oui, non, mais là, on est sur l'acte de foi, parce que c'est des points de vue dont aucun ne peut être démontré, parce qu'il y a des positions très antagonistes et qui reposent sur, à un moment donné sur une impression ou une conviction qu'on a, mais ce n'est pas des choses qu'on peut démontrer, malheureusement. Donc, ce point-là ne me convainc pas. Alors, ma deuxième chose, c'est que, là, c'est une question, c'est que, bien sûr, en mathématiques intuitionnistes, tu as montré tout un ensemble de nombres qui se construisent de cette manière, il n'y a aucun problème, et avec des tas de choses qui sont bien connues dans ce domaine-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quand on va l'appliquer à la physique, c'est que si tu prends le centre de masse et que tu considères qu'en fait il n'est pas déterminé, parce que c'est un point avec un nombre de décimales qui va se construire. Il n'est pas entièrement déterminé. Ouais. Quel est le processus physique qui fait que ce point va avoir des décimales qui augmentent? Qu'est-ce qui crée ces décimales? Si tu considères quelque chose qui est au repos, il va se préciser de plus en plus. C'est le temps. C'est le temps. C'est quoi? Le temps. Mais le temps va créer. Le temps est créateur, absolument, oui. Mais donc tu as une boule de billard qui est posée là, il n'y a pas d'interaction, elle est isolée, etc. Eh bien son centre de masse va petit à petit se préciser
Donc quand tu arrives, il est assez imprécis parce que, mettons, il y a 2000 décimales, ce qui est déjà pas mal, mais pas plus. Et on va dire qu'il y a plus de décimales que celles qu'on peut mesurer habituellement, parce que sinon ça irait pas. Oui. Donc il y en a plus, mais il y en a que 2000, mettons, prenons 2000. Ouais. Et si j'attends 2 heures, il y en aura 3000, et qui ont émergé spontanément tout seuls. Non, le temps est le moteur de cette création de déterminisme, ou de détermination plutôt, je devrais dire. Maintenant, si c'est juste la boule de billard qui est là toute seule, il ne va pas se passer grand-chose, effectivement. Si ma boule de billard est sur une table et elle rentre en collision avec plein d'autres boules de billard, donc c'est un système plutôt chaotique, à ce moment-là, plutôt que d'avoir finalement on a un indéterminisme qui va exploser exponentiellement, à ce moment-là, il y a nécessité de réduire l'indétermination pour que ma boule de billard reste à peu près localisée, reste à peu près bien déterminée. Mais quel est le processus physique, pour moi, c'est exactement le temps. Créer la décimale, mais le temps, c'est pas un processus. Enfin, si, c'est justement c'est le temps créateur. Comment créer des décimales? Qu'est-ce qui fait que le temps crée des décimales? C'est ça la caractéristique du temps. Je dirais la même chose qu'à Lincoln, c'est vraiment l'aléatoire. Bon, lui, il parle de l'aléatoire quantique. C'est l'aléatoire quantique qui est le tic-tac de l'horloge. Et là, je le rejoins. Dans le domaine quantique, c'est plus facile à prendre. Dans le domaine classique, pour un objet qui a une position donnée qui est décrite au départ par un nombre fini de décimales, et dont le nombre de décimales va augmenter régulièrement par chaque tic-tac du temps. Oui, non, mais attends, ce tic-tac n'est pas forcément le même que le tic-tac d'une horloge qui n'est évidemment pas du tout chaotique. On espère bien qu'une horloge n'est pas chaotique. Donc il y a le temps géométrique qui existe toujours, il y a, de cette montre-là par exemple. Et puis ensuite il y a ce temps créateur qui effectivement produit de l'information. Et en fait, produire de l'information et avancer ce temps créateur, c'est la même chose. D'accord. Alors dernier point, je vais donner la parole à d'autres personnes. À un moment donné, tu as présenté le fait qu'on ait de plus en plus de décimales, ça permet de réduire l'incertitude. Mais dans le chaos déterministe, on peut démontrer que quel que soit le volume d'espace des phases dont tu pars, quel que soit le volume, tu auras toujours la possibilité d'avoir un des éléments qui sort de l'endroit où tu es. Par conséquent, ton incertitude, si tu prends un temps suffisamment long, elle n'est jamais réduite. Parce que dans tout volume aussi infiniment petit que tu vas le choisir, on peut démontrer qu'il y a un point d'espace des phases qui va sortir de là où tu veux rester. Et donc, quand tu as montré progressivement la chose qui se déterminait, c'est vrai avec un horizon temporel donné, mais en revanche, si tu considères que tu ne te donnes pas d'horizon temporel, c'est faux. Parce que l'indétermination peut redevenir très grande parce que tu as un point d'espace des phases qui vont sortir. Ouais. Mais donc pour ce point qui sort, il faudra beaucoup de nouvelles informations. Mais tu pourras toujours sortir. Et tu pourras toujours ressortir. C'est pour ça que ça ne sera jamais réduite de manière permanente. Non. Donc effectivement, il va y avoir une sorte plutôt de respiration. Donc il y a de plus en plus de détermination, mais à cause de ces effets dus au chaos, cette indétermination va grandir. L'indétermination grandit à cause du chaos et se réduit à cause de cette nouvelle information qui est créée dans mon temps créateur. D'accord. Nicolas, moi je suis très convaincu par ton exposé, mais pour une raison qui ne te plaira pas forcément. Et la raison, c'est que je pense à Husserl et à sa crise des sciences européennes, et qui disait précisément que le problème majeur des sciences telles qu'il les connaissait, telles qu'il les comprenait, c'était ce qu'il appelait la substitution d'une idéalisation mathématique extrême à finalement le fondement même de toute connaissance, qui est le travail d'êtres humains dans le monde de la vie. Et dans la version, disons, standard, non naturalisée de l'intuitionnisme, tu retrouves ça. Tu retrouves effectivement des agents qui sont en train de construire quelque chose, qui sont en train de construire effectivement par exemple une certaine séquence de décimales. Bon. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que tu n'as pas besoin, pour faire converger ta vision intuitionniste des nombres réels et la physique,
d'éliminer encore une fois l'agent, puisque en physique quantique, du moins lu sur le plan de l'interprétation de Copenhague, l'agent, il est là. Et c'est lui qui fait des mesures. C'est lui qui est en train de construire quelque chose qui est un certain nombre réel, qui va correspondre à une certaine variable qu'il a mesurée. Donc là, il y a une parfaite convergence. Donc il y a une convergence phénoménologique et une convergence entre l'interprétation de Copenhague et tes mathématiques intuitionnistes. Donc c'est pour ça que je trouve que... Enfin, j'adore ton exposé, sauf un point. Je pense que tu n'as pas besoin de naturaliser l'intuitionnisme pour ça. T'as de la chance, je ne l'ai pas encore écrit celui-là. Mais effectivement, c'est là où on se distingue, là, Michel. C'est effectivement, moi je suis un réaliste, peut-être un réaliste naïf, comme la plupart des physiciens. Et puis, donc c'est vrai, quand j'entends les intuitionnistes parler, y compris là, ton voisin, Marc, je me dis non, mais ça c'est beaucoup trop idéaliste. Moi je veux un truc beaucoup plus de physicien. Donc voilà, naturaliser l'intuitionnisme. C'est pour ça que cette idée là de ce mathématicien idéal ou ce physicien qui vient collapser les fonctions d'onde. Non, les fonctions d'onde, elles collapsent aussi derrière la Lune. Il n'y a pas de physicien là-bas et ça n'empêche pas les fonctions d'onde de collapser, de se réduire, pardon, en français. T'as remarqué quand même, j'ai fait tout l'exposé en français finalement. Je suis assez fier de moi. Mais donc, tu vois, ça c'est clair, Michel, que ça, c'est quelque chose qui nous distingue. On a ces préjugés un peu différents. Cela dit, effectivement, je suis content si au moins si on enlève cet aspect-là de comment on doit interpréter ça, mais qu'on regarde simplement que cette physique, donc tu serais d'accord de dire la physique classique, en fait, la bonne manière de la voir, c'est aussi de la voir comme étant une physique indéterministe. Il y a aussi de l'indétermination. Il n'y a pas d'infini actuel. Je suis d'accord. Bon, voilà, on a déjà fait un bout de chemin ensemble, c'est déjà pas mal. Antoine ? C'est une question que j'ai déjà posée sous une forme différente, mais j'essaie de la raffiner. Pour ramener ça sur des questions un peu empiriques. Parce que tu as une interprétation différente des réels, mais dans tous les cas, tu pars du fait que c'est nécessaire pour la physique classique. Mais finalement, le petit exemple que tu as montré là de chaos déterministe, en fait, il est simulé sur l'ordinateur avec des nombres à virgule flottantes. Donc il est simulé avec une quantité d'informations finie à tout temps et totalement déterministe. Il n'y a aucun... Mais toute la phénoménologie du chaos telle qu'on la voit, elle est totalement compréhensible comme ça. Le système n'a pas réellement besoin d'une quantité d'informations infinies pour générer ce qui ressemble à du chaos. Et la question est, est-ce que dans la nature, il y a des phénomènes, des choses qu'on voit que je ne pourrais pas expliquer par une physique écrite sur les nombres à virgule flottante avec beaucoup de chiffres. Disons des nombres à virgule flottante écrits sur 256 bits. Mais tu vois, donc on pourrait effectivement commencer pour ces systèmes chaotiques, pour les décrire par un nombre évidemment fini d'informations, puis ensuite te dire, en fait, tout le reste, c'est des zéros. Donc finalement, j'ai pas un nombre, j'ai vraiment un nombre calculable. En fait, c'est une fraction simplement. Une fraction un peu compliquée, mais c'est une fraction. Et tout le reste, c'est des zéros, mais exactement des zéros déterminés. Et effectivement, si je calcule avec ça, je vais avoir une trajectoire chaotique, etc. Mais l'idée, pourquoi devoir compléter avec des zéros? Pourquoi pas compléter avec des 1 ou pas compléter avec les décimales de pi ou compléter avec n'importe quoi? Donc c'est simplement totalement arbitraire de compléter avec des zéros. Des zéros n'est pas plus naturel que n'importe quelle autre décimale d'ailleurs, ou même d'une suite, encore une fois, les décimales de pi. Donc finalement, ce que d'ailleurs les gens, encore une fois, de la physique du climat font, ils mettent pas des zéros simplement, ni des 1, ni les décimales de pi, ils mettent des stochastic reminders, donc ils rajoutent des décimales aléatoires. Des fois ça va être un 0, des fois un 1, des fois un 9, des fois un 7, etc. Et ils rajoutent ces nombres-là, et ça me paraît beaucoup moins arbitraire que de rajouter que des zéros. Et ma question, c'est pas tellement c'est possible ou pas, mais c'est tant que on discute de choses qui sont possibles, de choix possibles, ça va être... C'est une question philosophique intéressante, mais est-ce qu'on peut ramener ça à une question... Est-ce que tu penses que... Parce que je sais que c'est une question que tu te poses par là, t'en as pas parlé, mais est-ce qu'on peut ramener ça à des questions empiriques?
Est-ce que c'est une question qui se pose sur le monde, de savoir si vraiment dans la machinerie il y a cet effet de soit des réels interprétés d'une manière ou d'une autre, ou il n'y en a pas? Peut-être une meilleure réponse, Antoine, c'est que, effectivement, j'ai posé ces questions à ce Tim Palmer, ce spécialiste de la physique du climat. Si tu complètes que avec des zéros, à ce moment-là, effectivement, tu tournes ton algorithme, tu fais une prédiction, je ne sais pas quoi, le monde s'arrête après 1000 ans, j'en sais rien. Enfin, tu arrives à une prédiction, mais tu ne peux pas faire de statistiques. On sait que ça, c'est certainement... Il faut faire des prédictions statistiques pour le climat. Quel temps il fera dans un siècle, dans 50 ans, etc. Et comment ils font? C'est toutes ces probabilités qui leur permettent de nous faire des prévisions probabilistes, c'est en changeant la valeur de ces décimales qui sont, alors à mon avis, non existantes aujourd'hui, ou en tout cas certainement inaccessibles aujourd'hui. Ils ne peuvent pas simplement décider qu'ils vont mettre que des zéros ou que des 1 ou que les décimales de pi. Il faut qu'ils mettent de l'aléatoire dans leurs conditions initiales pour pouvoir se dire, ben voilà, probablement dans 50 ans, on va avoir 2 degrés de plus qu'aujourd'hui ou des trucs comme ça. C'est un bon point. Pour aller dans le sens d'Antoine, pour aller dans le même sens qu'Antoine, ce que tu décris pour le climat, avec la nécessité de rajouter des décimales quand il ressort, en fait, pour être remplacé, c'est du Monte Carlo qu'ils font. Ils ont besoin, pour faire des statistiques, d'avoir plein d'exemples qui sont aléatoires parce qu'ils ne connaissent pas les vraies conditions initiales, et ensuite de voir comment ça se répartit. Donc, ils ne les connaissent pas parce qu'elles n'existent pas. Alors, on peut dire possibilité, comme tu dis, elles n'existent pas, ou on peut dire ils ne les connaissent pas. Et donc, pour être capable de faire des probabilités, ils font des tirages Monte Carlo, et donc ils font une distribution qu'ils construisent eux-mêmes aléatoirement pour arriver ensuite à faire des statistiques dessus. Maintenant, le fait que ça soit une technologie qu'on utilise pour prédire avec des probabilités, ça, il n'y a pas de problème. Mais la question plus fondamentale qui se pose suite à ce que tu dis, et ça va dans le sens d'Antoine, c'est est-ce qu'on a besoin de dire qu'à un moment donné on va créer des décimales comme ça et que ça se crée au fur et à mesure, ou est-ce que par exemple, si on se donnait un nombre grand, mais fini, de décimales, et on dit c'est tout, il n'y a rien après. Il n'y a pas besoin de tirer au sort. Il y a 1 milliard de décimales. Voilà. Et on va travailler dans le monde sur des données qui ont 1 milliard de décimales. Et avec ça, probablement, on devrait pouvoir reproduire tout ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas besoin de plus. Attends, le point important, c'est que c'est pas 1 milliard de décimales. Je pense que on parle de 16 ou 17 décimales. Alors la question, c'est de savoir combien. Oui. Les décimales sont générées parce que c'est un problème à n corps. Donc c'est les décimales de la particule d'à côté qui te génèrent ensuite ta physique sur l'autre particule. Il y a une sorte de... C'est ça dans le chaos. Là, en fait, ton système, il apparaît complètement chaotique pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est surtout parce que tu as beaucoup de particules qui... Donc, je pense pas qu'on ait besoin d'1 milliard de... Je crois qu'on a j'ai dit 1 milliard pour être tranquille. Moi, je crois qu'on... Enfin, bon, là, c'est peut-être une autre discussion, mais je crois qu'on a besoin de beaucoup plus qu'1 milliard. Si on mettait des conditions initiales qui vont jusqu'à l'échelle de Planck, on ne pourrait même pas décrire la grande structure de l'univers. Donc il y a des papiers qui ont montré ça. Donc l'univers est tellement chaotique que même si on mettait des conditions initiales pour les galaxies précises à l'échelle de Planck, ça ne suffirait pas pour décrire ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que, voilà, donc le chaos est vraiment le chaos. Vous prenez encore une fois 10 boules de billard sur une table de billard, vous rajoutez une poussière à 1 mètre à côté de la table de billard, après quelques dizaines de collisions, l'effet gravitationnel de la poussière a complètement changé la dynamique des boules de billard. Donc il faut une précision pour vraiment, pour ne plus être sensible à ces infimes perturbations qui est extraordinaire. Mais pourtant, si le monde tournait avec seulement beaucoup moins de précision, je pense que tu ne pourrais pas voir la différence. Ah mais encore une fois, j'ai quand même dit plusieurs fois, savoir si les équations de Newton, la physique de Newton est déterministe ou pas, n'est pas une question scientifique. Donc toi tu me dis, je pourrais le faire même avec simplement 16 décimales, ou enfin un nombre fini. Je dis pas le contraire, mais
mais tu peux le faire avec, voilà, seulement 16 décimales ou 1 milliard de décimales, mais enfin un nombre fixe. Tu peux le faire avec un nombre actuellement infini, donc là tu fais plus que des maths pures, parce que c'est en tout cas pas sur un ordinateur, ou tu le fais avec mes maths intuitionnistes. Et la seule affaire, et donc je dis qu'il n'y a aucune expérience qui va pouvoir distinguer ça, mais je veux dire, le langage qu'on utilise, et si on utilise ce langage-là, on va conclure que c'est un déterministe, et ce n'est pas les expériences qui vont prouver que c'est faux. Mais c'est pas vrai. Enfin, là, ce que j'ai proposé, c'est falsifiable. Ça fait des prédictions qui, en principe, sont différentes, même si très légèrement. Si l'univers est décrit par des floating points avec 10 chiffres après la virgule, c'est une physique qui est excessivement subtilement différente, mais c'est falsifiable. Ce que les gens quand même ont fait, là, dans ceux qui font, alors maintenant c'est la physique plutôt du cosmos, la dynamique, même pas stellaire, c'est la dynamique des trous noirs et des galaxies, c'est même en changeant les conditions initiales à l'échelle de Planck, ça donne après des milliards d'années d'évolution, mais des distributions de galaxies totalement différentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu dis là? Que c'est hypersensible. C'est hypersensible, on est d'accord. On est d'accord, oui. Mais quand tu dis ça donne des distributions totalement différentes, ce que tu veux dire, c'est que selon les conditions qu'on prend initiales, même décrites à l'échelle de Planck, deux distributions qui diffèrent par quelque chose qui est de, mettons, 1 bit à l'échelle de Planck, va aboutir à un univers totalement différent. Nous sommes d'accord. Maintenant, la question n'est pas là. La question, c'est, y a-t-il une des conditions initiales en question qui va aboutir à notre univers? Oui, probablement. Si oui, ça veut dire que notre univers peut être décrit par des conditions initiales à l'échelle de Planck. On est d'accord. C'est différent. Mais... Le fait de dire que ça diverge très vite et le fait de dire qu'il y a une des conditions initiales qui aboutit bien à ce qu'on observe empiriquement, c'est pas la même chose. C'est pas une question scientifique. Vous pouvez dire oui, il existe une condition initiale qui va faire ce qu'il faut, d'accord? Et moi je vous dis, et on peut aussi dire, il n'y a pas de condition initiale, c'est simplement ces maths intuitionnistes qui décrivent ça, et les deux sont compatibles avec nos observations. Donc ce n'est pas une observation qui va dire c'est déterministe ou c'est pas déterministe. C'est un acte de foi. Il y a beaucoup d'actes de foi dans cette discussion-là, forcément. Parce que, je veux dire... Maintenant, est-ce qu'on peut faire l'objection suivante? Est-ce que tu acceptes cette objection-là? Si tu dis position habituelle, les nombres réels existent, et puis il y a des conditions initiales qui sont avec des nombres réels, et qui ont abouti à ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, c'est la position standard. Ce que tu proposes, c'est qu'il n'y a pas de nombre réel, et que donc... il y a des nombres dont les décimales se révèlent avec un tirage aléatoire à chaque incrément du temps. Ok, vraiment envisageable. Est-ce qu'on n'est pas en droit de te demander d'être un peu plus explicite sur ce processus de création de décimales? Si, absolument. Soyez plus exigeants, mais alors ça veut dire, vous me dites, ça c'est un programme de recherche intéressant, vas-y. Ouais. Et là, je suis content. Ouais. Je ne prétends pas que j'ai fini. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de moyen de contrer cela par un argument qui dit c'est faux, c'est pas possible. En revanche, on peut être un peu insatisfait par ce processus un peu ad hoc de dire les décimales elles apparaissent, elles se créent avec le temps. Mais d'où ça sort? Voilà. Et ça, c'est un petit. Si ça peut être complété par un processus décrit explicitement, ou enfin d'une certaine manière rigoureuse, et qu'on peut accepter. À mon avis, ça renforce cette position. Et c'est peut-être le point qui, peut-être, peut gêner les gens. Bon, là ça c'est une critique que je suis prêt à entendre, parce que je la partage. Et l'autre critique, c'est, non, très beau tout ça, mais on devrait l'appliquer à la physique quantique. Et ça, je ne sais pas faire aujourd'hui. J'ai plusieurs idées vagues, mais c'est pas fait, ça. Donc, effectivement, je ne vous présente pas une théorie finie où il n'y a plus qu'à aller imprimer le bouquin. Il y a encore du travail, ça je suis d'accord. D'autant plus que le parallèle avec la physique quantique est tentant, parce qu'il y a des choses qui ressemblent. Mais c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, je me suis arrêté, mais je la pose maintenant. Tu as fait le parallèle sur le problème de la mesure, en disant donc il y a aussi... Bon. Mais il me semble que c'est pas la même chose. J'ai droit à un peu d'eau. Pardon. Sinon je vais plus arriver à... Non, mais je vais me servir. Continue. C'est toi qui parles. Le problème de la mesure en mécanique quantique, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde le connaît. Alors que là, en physique classique, c'est l'indéterminisme,
n'est pas une superposition. C'est juste le fait qu'à un moment donné, il y a une décimale de plus qu'on ne connaît pas encore et qui va apparaître. Mais donc, ça n'est pas du tout l'équivalent du problème de la mesure qui provient en mécanique quantique d'autre chose. Donc, faire le parallèle entre les deux me paraît une analogie un peu limite. Quand même, la question que tu poses, c'est quand que cette décimale supplémentaire survient ou devient déterminée. Pour moi, c'est ça le problème de la mesure classique. Ben, si tu as ton dispositif qui n'existe pas encore, mais sur lequel tu vas travailler et qui explicite ça... Dans ce cas-là, j'aurais résolu ce problème de la mesure en mécanique classique, mais pour l'instant, je ne l'ai pas résolu. C'est pas de même nature. En mécanique quantique, la raison pour laquelle il y a un problème de la mesure, c'est typiquement parce qu'il y a deux lois d'évolution et qu'on n'est pas capable de définir une mesure. Pour le définir. Oui, mais là aussi, il y a deux lois. Parce que j'ai mes équations de Newton que je n'ai pas touchées, c'est toujours les mêmes équations. Puis de temps en temps, il faut arrêter ça, puis il faut rajouter une décimale. C'est vraiment un peu comme l'effondrement du paquet d'ondes. Et non. Parce que tu rajoutes une décimale, mais tu as explicitement postulé l'existence d'un mécanisme qui va créer cette décimale. C'est un peu comme pour prendre la théorie de Girardi-Rimini-Weber. Le problème de la mesure, il est résolu dans cette théorie. C'est aléatoire, mais on ne dit pas qu'il y a un problème de la mesure parce qu'on ne sait pas à l'avance où ça va collapser. Ça collapse parce qu'il y a un processus explicite qui est un truc stochastique qui va collapser la fonction d'onde. Le problème de la mesure est résolu. Et là, ton problème, ta description en mécanique classique, elle est assez similaire à ce qui se passe chez Girardi-Rimini-Weber, et on dit qu'il n'y a pas de problème de la mesure. Bon, là, je suis d'accord, oui. J'ai montré d'ailleurs un exemple de ces équations de Schrödinger stochastiques. Ouais. Ouais. Donc le parallèle entre les deux me paraît une analogie qui n'est pas forcément justifiée jusqu'au bout. Sauf si, justement, tu demandes par quel processus les décimales sont-elles engendrées, sauf si tu considères la mesure comme un terme primitif, contrairement à ce que Bell souhaitait rêver, et tu dis voilà, c'est en mesurant que sans cesse tu vas... on ne sait pas ce que c'est qu'une mesure. Bien sûr. Le problème majeur, il est du fait qu'en mesurant, c'est pas ce que ça veut dire. Quelque chose que tu ne sais pas. La question, c'est où tu places ce calcul. Dans Girardi-Rimini-Weber, on sait tout. Non, tu sais pas. On sait qu'il y a un processus, on ne sait pas comment il marche. D'où vient le processus? Ah non, mais d'où vient la gravité? Ben oui, en physique, il y a toujours des trucs qu'on postule. Que tu ne sais pas. Oui, bien sûr. Soit tu projettes la chose que tu ne sais pas dans le monde, soit tu dis c'est au fond la condition de possibilité pour une détermination du monde. Et quand tu fais ça, tu dis je suis un être mesurant et je ne cesse d'améliorer justement mon processus. Ça ouvre des portes là-dessus parce que tu dis je suis un être mesurant et je pense que Nicolas va pas aimer. Mais c'est pas grave. Moi je suis un être qui fait vraiment des mesures, mais je ne suis pas un être mesurant. Denis. Oui, alors j'ai peut-être une question un peu naïve parce que j'arrive pas trop à la formuler bien dans ma tête, mais je vais quand même la poser. Est-ce que quand on dit il y a une quantité d'informations finie dans un volume fini, s'il y avait une quantité d'informations infinie, c'est quelque chose sans structure. Est-ce qu'il faudrait pas, donc ce sans structure, est-ce qu'il faudrait pas qu'il y ait une sorte d'invariance selon les langages? Par exemple, la structure, on peut la définir en langage décimal avec des bits binaires. On peut aussi la définir avec des bits en base 10, on peut la définir avec un autre langage. Et là la quantité d'informations finie, infinie, elle va varier. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de constance ou d'invariance du manque de structure selon les langages qu'on utilise pour dire qu'il y a une quantité d'informations infinie? Non, mais ça c'est fait. Donc ici déjà, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de structure quelle que soit la base qu'on utilise. Et puis, c'est cette information de Kolmogorov, je crois que ça s'appelle, qui dit effectivement combien il faudrait, quelle est la longueur du programme qui génère mes décimales, mais quelle que soit la base. Et si on a un nombre réel typique, quelle que soit la base dans laquelle on essaie d'exprimer, la longueur du programme minimal pour le générer est infinie. Donc il n'y a aucun programme fini qui génère un nombre réel typique. Mais d'accord, je peux juste préciser peut-être que, par exemple, si on se donne une information finie comme étant codée par un entier, par exemple 1, c'est une information finie, on pourrait aussi dire que c'est 0,9999999, et là on aurait besoin d'une information infinie parce qu'à chaque troncation. Là, effectivement, j'ai été aujourd'hui un peu pas précis parce que j'ai souvent illustré ça avec des bits ou des
décimales. Mais effectivement, si on veut faire tout ça, parler de façon plus précise, on ne devrait parler que en termes d'information. Puis encore une fois, 0,9999 à l'infini, c'est la même information que 1, parce qu'en fait, c'est le même nombre. Donc, c'est vraiment les informations, les nouvelles informations qui arrivent, ou qui sont déterminées, qui comptent, et ça peut s'illustrer pour avoir l'intuition avec ces bits ou ces décimales qui viennent à la queue leu-leu. Mais effectivement, disons, la manière correcte de faire, c'est de parler uniquement en termes d'information et pas de bits. Parce qu'on pourrait très bien avoir qu'à un certain moment, l'information qui arrive ne change pas seulement la dernière décimale, mais change les 45 dernières décimales, ou change même tout depuis le début. Donc c'est vraiment la quantité d'informations qui compte, et quand j'ai illustré tout ça avec des décimales, c'est pas très correct. Il y a un article d'ailleurs de Gilles Brassard, enfin en tout cas dans mon monde est très connu, l'inventeur de la téléportation, de la cryptographie quantique, qui a beaucoup, parce qu'il a lu mes papiers, puis il a dit non mais là c'est pas juste que tu dis tu parles trop de décimales, et puis il a écrit tout un papier là-dessus, qui est très joli, et très bien, avec son style à lui, qui est très bien. Donc effectivement, il n'y a aucun doute, je ne devrais pas parler de décimales, je devrais parler d'information, et uniquement d'information. Mais c'est beaucoup plus compliqué après pour en parler. D'autant plus que information, ça a plusieurs sens. Il y a l'information au sens de Shannon, et l'information au sens de la théorie de la complexité algorithmique de Chetin-Kolmogorov, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et par rapport à la question que vous posez, est-ce que si on change de langage, on ne va pas avoir les possibilités d'avoir un truc qui est aléatoire dans l'un et pas dans l'autre? Non, parce que ce qu'ont démontré Chetin et Kolmogorov avec leur théorie de l'information et les critères qu'ils ont donnés, c'est qu'il y a une mesure invariante dans tout langage à une constante près, c'est-à-dire qu'il y a des théorèmes très précis là-dessus. Quand tu fais la complexité de Chetin-Kolmogorov est définie comme étant la taille du plus petit programme, le programme minimal pour engendrer la suite. Donc elle s'applique déjà à des suites finies. Et une suite finie est considérée comme aléatoire lorsque sa complexité algorithmique est de la même taille que la suite elle-même. C'est-à-dire que, en fait, pour écrire la suite, il n'y a pas de programme qui le compresse, tu es obligé de faire un programme qui print la suite. Bon. Pour les suites infinies, ça revient au fait qu'il n'y a pas de programme qui peut écrire cette suite, puisque évidemment, il faudrait que le programme soit infini. Mais cette notion de complexité algorithmique est quantitative. Il y a des théorèmes d'invariance extrêmement précis en mathématiques qui montrent que si tu changes de langage ou de machine de Turing, puisque c'est défini à partir de machine de Turing, eh bien, tu as une invariance à une constante près. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de la complexité algorithmique d'une suite en disant c'est 12. Ça n'a pas de sens. Ça dépend du langage. Et quand on change de langage, il y a une constante qui est en fait une constante qui est liée à la complexité de la machine de Turing qui permet de transcrire un langage dans l'autre. Et donc il y a cette robustesse en termes de changement de langage. Mais à partir de là, la notion d'aléatoire est liée au fait qu'il n'y a pas de programme plus court que la suite elle-même pour l'engendrer. Et sur des suites infinies, puisque les réels sont infinis, les réels aléatoires, et pi n'en est évidemment pas un, parce qu'il y a des programmes très courts qui engendrent pi, sont des réels pour lesquels il n'existe pas de programme d'algorithme qui permettent de les engendrer. Donc ça c'est très clair, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. En perspective, je ne suis pas physicien, donc c'est complètement naïf, mais quand même, j'ai saisi l'occasion. C'est que, donc, ce que tu décris, donc ça introduit dans un sens très fort le temps dans le côté mathématique de la physique. Mais donc il y a cette solution de la théorie de la relativité où il parle des univers qui font des rotations selon la distribution de la masse, etc. Où il raisonne qu'en fait là le temps n'existe pas vraiment parce qu'il y a des closed loops. Et puis il se pose la question, est-ce que notre univers actuel est comme ça? Bon, il a essayé de le déterminer de façon empirique, etc. Bon, apparemment ce n'est pas le cas, je ne suis pas au courant de derniers développements, mais Gödel avait proposé une argumentation philosophique où il dit, oui, mais déjà la seule possibilité de ces univers montre que aussi dans notre univers actuel, le temps n'existe pas, parce que le temps est tel que son existence ou non-existence ne peut pas dépendre de la distribution de la matière, de la rotation ou non.
comment tu vois le lien entre ces résultats de Gödel et ta volonté d'introduire le temps dans le langage mathématique de la physique? Moi, je suis persuadé que le temps existe et que la physique devrait en parler, ou devrait développer les outils nécessaires pour pouvoir en parler. Mais effectivement, ce temps créateur n'est pas le temps de la relativité. Le temps de la relativité, c'est un temps géométrique tout à fait plat, qui ne crée rien, qui est là de toute éternité. Donc effectivement, voilà. Si la relativité était la fin de la physique, je pense que tout ce que je fais là n'est pas très utile. Sauf que la relativité n'est pas la fin de la physique, parce que déjà elle est incompatible avec la mécanique quantique. Donc il y aura forcément quelque chose qui va venir, mais je ne sais pas encore quoi, évidemment. Est-ce que ça fait une différence pour ce que tu as dit sur la physique classique? Disons, si on pense à si on vient de la relativité, cette espèce de super déterminisme, de temps purement géométrique, à ce moment-là, on n'hésiterait pas à mettre tous ces nombres réels comme variables cachées, et on se dit, c'est plus simple, tout est déterminé, mais encore une fois, avec, par exemple, les violations des inégalités de Bell, avec quelques hypothèses, mais extrêmement faibles et tellement naturelles qu'on a de la peine à imaginer qu'elles soient fausses, nous montrent qu'il existe vraiment de l'aléatoire dans notre monde. Et ça, c'est en contradiction profonde avec la relativité, et c'est pour ça que personne n'est capable de faire ce qu'on appelle de la gravité quantique, mais enfin, en gros, de mettre la relativité et la physique quantique ensemble. Moi, je parie sur le fait que cette future physique ou future théorie de la gravitation quantique inclura aussi de l'aléatoire. Si je me trompe, j'aurais perdu quelques années. Mais bon, de toute façon, je crois que la physique, la théorie de la gravitation quantique, je ne suis pas sûr même que je la verrai. On en est encore tellement loin. Tu te trompes, donc tu auras perdu un peu de temps, alors le temps existe. Oui, c'est ça. Merci, Marc. C'est vrai que si le temps n'existe pas, je risque pas d'en perdre. Pas d'autres questions? Eh bien, on remercie encore Nicolas. Merci à vous.